Nous sommes le 16 juillet 2011 à Port Sainte-Lucie, en Floride, aux États-Unis. Tyler Hadley, âgé de 17 ans, décide de tuer ses parents pour pouvoir organiser une soirée. Ça vous paraît lunaire? Pourtant, c'est ce qu'il s'est réellement passé. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez compris, on va parler d'un adolescent qui a décidé de tuer ses parents pour faire une fête chez lui et pour inviter tous ses copains. Tyler Hadley naît prématurément le 16 décembre 1993. Il pèse un peu plus d'1,5 kg, donc autant vous dire qu'il n'était pas très gros. Et pendant un mois, on le place dans un incubateur pour qu'il puisse grossir un petit peu. Sa famille le décrit comme un garçon qui est aimant mais assez renfermé, qui est solitaire, qui souffre d'anxiété, de dépression, de faible estime de soi et de boulimie. Au final, c'est un portrait assez triste que sa famille dresse de cet adolescent. Il est le genre de personne qui aime commencer beaucoup de projets sans jamais réellement les finir. Par exemple, il a commencé à apprendre la batterie et le trombone et il a très vite arrêté. S'il a arrêté, c'est tout simplement parce qu'il ne se sentait pas assez bon pour pouvoir continuer et sa grand-mère, Maggie DiVittorio, dira qu'il se sentait un cran en dessous de tout le monde. Tyler Hadley vit dans une maison assez grande à Port Sainte-Lucie, 371 Grandeur Avenue, et il habite avec ses parents. Il a aussi un frère, mais à ce moment de l'histoire, son frère n'habite plus avec la famille. Son père, Blake Hadley, 54 ans, est ingénieur et il est employé depuis plus de 30 ans chez FPL. Et sa mère, Marie-Jo, âgée de 47 ans, elle est enseignante. Elle a travaillé pendant 24 ans dans une école primaire et depuis 6 ans, elle travaille dans une école d'études environnementales, Village Green. Comme je vous le disais, son frère ne vit plus avec la famille, il vit en Caroline du Nord. Il est âgé de 23 ans et il s'appelle Ryan. À l'âge de 6 ans, Hadley souffre déjà de dépression. C'est un enfant qui est triste, qui a du mal à trouver sa place, qui n'arrive pas trop à s'intégrer dans des groupes d'enfants et qui n'arrive pas non plus à gérer ses émotions. Il est suivi par plusieurs spécialistes et à l'âge de 10 ans, il prend déjà des médicaments. Pour son acné entre autres, mais également pour sa dépression, pour ses accès de colère, aussi pour ses problèmes de thyroïde. Et comme il est petit, ses parents lui font prendre des hormones de croissance. Très rapidement, les spécialistes détectent aussi chez lui un trouble déficitaire de l'attention. Entre 11 et 13 ans, Hadley est un fauteur de troubles. Il aime bien faire des graffes sur les toilettes publiques. Il aime bien casser des vitres, des objets, il commet des petits vols. Ce qu'il aime bien aussi, c'est allumer des feux. Et puis des fois, il déclenche des incendies plus ou moins importants. Là encore, à cet âge-là, il n'arrive pas à se faire d'amis. Et ce qui ne va pas non plus l'aider, c'est que les parents de ses camarades de classe interdisent leurs enfants de s'approcher trop d'Hadley. Donc forcément, les enfants à cet âge-là, ils écoutent leurs parents. Et ils mettent de plus en plus à l'écart Hadley. Je ne blâme absolument pas les parents, loin de là, mais ça ne va pas trop l'aider à s'intégrer socialement aux autres. Et on peut comprendre les parents, puisqu'à l'âge de 12 ans, Hadley a déjà goûté à l'alcool et aux drogues. Donc je comprends qu'ils ne veuillent pas que leurs enfants soient en contact avec quelqu'un qui régulièrement boit de l'alcool et fume de l'herbe. Ça ne va pas vraiment aller en s'améliorant puisque lorsqu'il a 15-16 ans, il commence à prendre du Xanax, du Percocet, de l'oxycodone, de l'ecstasy et même l'hallucinogène DMT. Hadley, c'est un élève au lycée de Saint-Port. Cependant, il sèche énormément les cours. Ça fait depuis très longtemps en fait qu'il n'est pas retourné en cours et il avait juste envie de changer de lycée à la rentrée. Je vous disais tout à l'heure que quand il était jeune, c'était un fauteur de troubles, il avait commis des petits délits. En grandissant, les délits qu'il commet sont beaucoup plus importants. Lorsqu'il a été arrêté, tout ce qu'il avait fait est revenu sur le devant de la scène. Outre le fait qu'il ait déjà participé à la consommation, à la vente, à l'achat de drogue et aussi qu'il ait été détenu pénalement pour un incendie criminel, pour vandalisme, pour vol, pour coup et pour blessure aggravée, il y a aussi une poursuite civile qui a été adressée contre lui car il a frappé et blessé un enfant lorsqu'il était au volant de la voiture de son père et ça c'était en juin 2010.
Au moment des faits, il était mineur, il ne pouvait pas payer les 15 000 € d'amende qu'on lui demandait. Donc, c'est sa famille, ses parents qui ont une dette de 15 000 $ à payer à la famille de l'enfant qu'il a blessé. Voilà un petit peu pour l'enfance, l'adolescence d'Adley. On n'est pas vraiment rentré dans les détails, mais vous pouvez aisément voir qu'au cours de sa jeune vie, il a quand même déjà commis pas mal d'infractions, pas mal de délits. Tout ça pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit dans lequel ses parents sont à ce moment-là. Un peu avant le drame de 2011, ils sont désespérés. Ils ne savent plus quoi faire avec leur fils, mais ils ont trouvé un programme de traitement en milieu hospitalier pour l'aider avec ses addictions à diverses drogues. Jusqu'à présent, la seule punition, menace qu'ils avaient mise en place, c'était de lui confisquer ses clés de voiture et son téléphone. C'est tout. Alors s'il pensait que ça allait l'empêcher de prendre des drogues, de sortir, de voler, etc., non, pas vraiment. C'est là en fait où on voit que ses parents ils sont complètement dépassés, que là la punition qu'ils mettent n'est pas du tout à la hauteur de ce que leur fils fait. Plus tard, il a même été rapporté que c'était probablement l'un des motifs du meurtre puisqu'Adley ne voulait pas suivre un traitement. Maintenant qu'on sait à qui on a affaire, revenons au 16 juillet 2011. Vers 11h15, sur Facebook, Adley publie un message dans lequel il invite tous ses camarades de classe et ses amis à une soirée chez lui, le soir même. Il a également prévu de payer tout l'alcool de la fête avec les cartes de crédit de ses parents. Une soixantaine de personnes avaient répondu présent. Peu avant 17h, alors qu'il est déjà sous l'emprise de drogue et d'alcool, Adley prend 3 cachettes d'ecstasy. Il attend que ses parents rentrent du travail. Il récupère leur téléphone pour les cacher et il va même enfermer le labrador puisqu'il n'a pas envie que le chien le gêne, que le chien aboie, qu'il le dérange dans ce qu'il a prévu de faire, donc il prévoit tout comme ça. Il commence un peu à planer, en même temps beaucoup de drogue dans son corps, puis il se dirige vers le bureau où sa mère est en train de travailler sur ordinateur. Lorsqu'il arrive dans le bureau, il a avec lui un marteau. Il se met donc derrière elle et il n'attend pas plus longtemps. Il la frappe 3 fois à la tête avec le marteau, ce qui déclenche des hurlements chez sa mère et ce qui réveille son père qui est en train de dormir dans la chambre. Son père se précipite donc dans le bureau et il reste choqué de ce qu'il est en train de voir. Il voit son fils qui est en train de frapper sa femme et en fait il est figé. Au début, il ne sait pas quoi faire. Comme il est sous le choc et qu'il ne fait rien, son fils profite pour l'attaquer. Blake reprend un petit peu ses esprits, il essaye de se défendre. Au début, il prend le dessus, mais vous vous en doutez, son fils a un marteau dans les mains. Forcément, le dessus, il ne va pas le garder très longtemps et très rapidement, il succombe aux coups portés par Adley. En tout, Mary-Jo a reçu 36 coups de marteau et Blake en a reçu 39. Après ça, Adley traîne le corps de ses parents dans leur chambre. Il passe 3 heures à nettoyer le sang qui a giclé un petit peu partout. Et ensuite, il prend le marteau et il le dépose au milieu des corps de ses parents. Il empile tout ce qu'il trouve sur ses parents, des couettes, des cartons, du bazar. Il récupère ensuite les cartes de crédit de ses parents, puis il se rend à un distributeur automatique pour retirer 5 000 $ en liquide, dans le but de payer l'alcool pour la fête. Il a d'ailleurs été vu sur des caméras de surveillance. À 20h15, il met un nouveau message sur Facebook qui confirme que la fête est bien maintenue et qu'elle aura lieu de 21h à 3h du matin. Les invités arrivent, la fête bat son plein et apparemment pendant la fête, plusieurs personnes se seraient plaintes de l'odeur qu'il y avait dans la maison et plusieurs fois, Adley s'est vanté de s'être débarrassé de ses parents, mais la plupart d'entre eux pensaient qu'il rigolait. Pas très drôle comme blague quand même. Et ça l'énerve un petit peu que personne ne le prenne au sérieux. Donc vers 1h du matin, il sort de la maison, il va se promener avec son meilleur ami, Michael Mandel, et ils discutent. Il décide de se confier à lui. Il lui dit qu'il a tué ses parents et que ses parents sont actuellement dans la chambre à l'étage, chambre qui est fermée à clé. Et pour appuyer ses propos, dès qu'ils reviennent dans la maison, il dit à son meilleur ami « Viens voir, je vais te montrer ». Il l'amène dans la chambre, il ouvre la porte et il lui montre le corps de ses parents. Michael ne part pas tout de suite de la fête. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a peur de ce que Adley pourrait faire, je sais pas si c'est parce qu'il a du mal à réaliser. Ce que je sais, c'est qu'après ça, il décide de prendre un selfie avec Adley
Et en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il sait que c'est la dernière photo qu'il aura avec lui. Vers 1h15 du matin, première frayeur pour Hadley, les policiers débarquent chez lui. En fait, ils viennent puisque quelqu'un du voisinage les a appelés parce qu'il y avait du bruit, qu'il y avait une soirée. Donc les policiers demandent juste à Hadley de baisser la musique et de respecter le voisinage. Cependant, cet incident lui fait prendre conscience qu'il pourrait finir en prison avec ce qu'il vient de faire. Puisque lorsqu'il a vu les policiers, il a eu très peur. Il s'est dit, mince, peut-être qu'ils viennent pour moi. Donc à ce moment-là, il se dit, non mais en fait, je veux pas finir en prison. Donc une fois que tout le monde est parti de la fête, je vais me suicider. À 4h du matin, la fête est terminée. Son meilleur ami Michael est rentré chez lui. Et dès qu'il est rentré chez lui, il a appelé le 911 pour les prévenir de ce qui se passait. À 4h30, des agents se rendent chez lui. Ils frappent à la porte. Ils demandent à Hadley si tout va bien, où sont ses parents, puisqu'ils se rendent compte qu'il y a une soirée, donc ils mettent un petit peu ça sur le dos de la soirée en disant « Oula, il y a eu une petite soirée, la maison a l'air un peu en désordre, où sont vos parents ?» Hadley leur dit « Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien, ils sont au courant, ils sont juste pas là, mais je vais tout ranger et il n'y aura pas de souci. » Il n'a pas envie de les laisser rentrer dans la maison. Parce que pour lui, il n'a pas eu le temps de finir ce qu'il avait prévu de faire, c'est-à-dire de se suicider. Les policiers sont arrivés trop tôt. Comme leur avait décrit Michael, les policiers découvrent le corps de Blake et de Mary-Jo à l'étage. Selon les mots de la police, ils ont été tués brutalement et sans pitié. Les parents d'Hadley ont violemment été frappés à la tête et au torse et les policiers découvrent plein de linge, de cartons, de bazar au-dessus des corps de Mary-Jo et de Blake. Selon le porte-parole de la police Tom Nichols, s'il y avait tout ça au-dessus des deux corps, c'était dans un but délibéré de cacher les corps. Un voisin de la famille a confié à une chaîne de télévision, WSVN News, avoir entendu les parents refuser à Hadley l'organisation d'une soirée. Hadley aurait même dit à une amie de sa mère, qui s'appelle Ilona, « Ne t'inquiète pas pour mes parents, je les ai tués ». Ce qu'elle a pris pour de l'humour, de très mauvais goût certes, mais elle ne le pensait pas sincère. Cette femme en question était la mère du meilleur ami d'Hadley, Michael, dont on a parlé tout à l'heure, et elle a dit « C'était juste un adolescent normal. Il a passé plusieurs nuits chez moi. Mon fils est allé dormir chez eux. Je n'ai jamais entendu parler de problème entre eux. » Au moment du double meurtre, Hadley est mineur. Selon la loi de Floride, il ne peut pas être condamné à mort. 3 ans après les faits, en 2014, Hadley est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant qu'il était en prison en attente de son verdict, certains codétenus lui ont demandé de signer des autographes parce qu'ils étaient fans de lui. Ce qu'Hadley aimait écrire, c'était « Je ne sais pas si vous êtes un fan, mais vous devriez l'être. C'est l'heure du marteau. » C'était une référence au titre du rappeur MC Hammer de 1990. Et bien évidemment, il signe avec son surnom autoproclamé Hammer Boy, l'homme au marteau. Il a une multitude de surnoms qui ont été donnés par ses codétenus, dont Ham, Hammer, Hambo, Hadley Hambo, Bam Bam. Je sais pas pourquoi Bam Bam. En avril 2016, sa condamnation a été annulée par un juge d'appel qui a déclaré que le tribunal inférieur n'avait pas envisagé la bonne alternative à la peine à perpétuité. Miller et Alabama venaient tout juste d'être rendus par la Cour suprême et ça a totalement modifié la manière dont les meurtriers juvéniles devaient être traités au sein du système judiciaire. En effet, lorsque sa peine a été déterminée, le mécanisme de contrôle judiciaire n'était pas en place. Et maintenant que la loi est en place, il a le droit à un contrôle judiciaire futur. Et même si le juge a travaillé dur pour que justement tout ça colle avec la nouvelle loi, au final il va quand même être condamné. En décembre 2018, Hadley est condamné de nouveau à la prison à vie dans l'établissement correctionnel de Blackwater River. Et à noter aussi qu'en avril 2015, la maison d'Hadley a été démolie. Alors je ne sais pas si c'était une demande de l'État ou alors une demande de la famille de ses parents. Je ne sais pas du tout. Hadley a déclaré au psychologue Robert Kincherf « J'étais probablement fou d'avoir des ennuis et de tout ce qui se passait. Elles, les pensées meurtrières, ont commencé un petit peu, mais ont augmenté en fréquence, sont devenues une obsession dont je n'arrivais pas à me sortir de l'esprit. Assez intense, j'y pensais tous les jours. » Dans le film de sa tête, Hadley prévoyait de tuer ses parents, puis de reculer la voiture dans le garage et de se suicider par empoisonnement au monoxyde de carbone. Lorsqu'il était en prison dans l'établissement correctionnel d'Okeechobee, Hadley a eu de nombreux problèmes comportementaux. Il fumait,
Il avait réussi à se procurer des couteaux de fortune et il avait même refusé de participer aux audiences disciplinaires. Son histoire a inspiré plusieurs livres, dont 1000 lucioles, J'ai tué mes parents, Voyez combien tu m'aimes. Le 2 mars 2016, il a été interviewé dans l'émission Dr Phil. Il y a aussi beaucoup d'articles qui ont été écrits à son sujet, notamment pour le New York Times et pour ABC. Ce qui est sûr, c'est qu'Adla avait prévu de tuer ses parents quelques semaines avant de commettre les meurtres. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous laisse sur cette phrase qu'il a dit à un de ses amis. Il lui a dit qu'il voulait tuer ses parents et ensuite organiser une grande fête, puisqu'une fête après un parricide n'a jamais été faite auparavant. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.